La France n'a pas attendu février 2022 pour se préparer. Nous avons un modèle d'armée complète, force de dissuasion, et des armées opérationnelles. Dans un entretien télévisé le 14 mars 2024, le jeudi passé, le président Emmanuel Macron a essayé de clarifier ses derniers propos concernant l'envoi éventuel des troupes françaises donc en Ukraine. Il a dit assumer ses propos tout en précisant qu'il ne s'engage pas dans une démarche offensive. Une question lui a été posée par rapport à la préparation de l'armée française, puisque parler de la guerre égale parler de la préparation à la guerre. La réponse du président m'a quand même choqué. Nous allons l'écouter et analyser ensuite ses propos. Jamais nous ne mènerons d'offensive, jamais nous ne prendrons l'initiative. La France est une force de paix. Simplement, aujourd'hui, pour avoir la paix en Ukraine, il ne faut pas être faible. Et donc, il nous faut lucidement regarder la situation et il nous faut, avec détermination, volonté, courage, dire que nous sommes prêts à mettre les moyens pour atteindre notre objectif, qui est que la Russie ne gagne pas. Si on est prêt, c'est qu'on se prépare. Ça veut dire qu'en ce moment, depuis le début, on se prépare. Ça veut dire qu'on s'entraîne pour des opérations aériennes ou mais la France, au sol. La France n'a pas attendu février 2022 pour se préparer. Nous avons un modèle d'armée complète, force de dissuasion, et des armées opérationnelles. Et je veux ici le rappeler pour rendre une fois encore hommage à nos soldats et à leurs familles. Nous sommes un des rares pays en Europe qui, pendant 10 ans, a eu des forces déployées au Sahel pour lutter contre le terrorisme. Et nous avons perdu là-bas des dizaines d'hommes. Mais avant que ce n'était pas le même type de combat. Mais est-ce que vous pensez que c'était... On combattait les islamistes qui étaient nos ennemis des terroristes qui étaient domestiques également. À la demande d'un État, pour éviter qu'un État souverain ne s'effondre et pour protéger nos avant-postes. Mais est-ce qu'on pense que c'est plus accessoire? Aujourd'hui, ça ne s'impose pas en Ukraine. Mais est-ce qu'on doit tout exclure pour autant? Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes prêts. C'est que j'ai décidé, dès mon premier mandat et dès le début, une augmentation du budget de nos armées considérable qui fait que les 2 lois de programmation militaire que j'aurais eu à décider comme président auront conduit à un doublement du budget de nos armées. Donc, nous ne nous réveillons pas sur ce sujet. Avant d'aborder les propos du président, de toute façon, j'attendrai votre avis par rapport à ça. OK? Donc, mais je rappelle rapidement l'opération, en tout cas l'intervention française au Mali, au Sahel en général, l'opération Barkhane. Donc, dans un petit reportage synthétique de cette opération. Et nous allons ensuite, bien évidemment, nous poser des questions par rapport à la logique derrière la réponse donnée par le président. Est-ce qu'on peut prendre l'opération, l'intervention de la France au Sahel comme étant, en tout cas, une preuve d'une préparation suffisante de l'armée française et qui serait donc prête pour rentrer en guerre contre la Russie? Bon, dans tous les cas, on en parle dans un instant. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et surtout de me donner votre point de vue en commentaire. On continue. L'opération Barkhane a débuté il y a un peu plus de 5 ans, le 1er août 2014. C'est une opération militaire française menée au Sahel et au Sahara. L'objectif, lutter contre les groupes armés djihadistes et aider les armées nationales du Mali, du Burkina Faso, du Niger, mais aussi de Mauritanie et du Tchad, à faire face aux attaques incessantes de terroristes affiliés au groupe État islamique ou à Al-Qaïda. Leur nombre est estimé entre 300 et 3000 combattants. Au total, la France a déployé 4500 militaires sur ce théâtre d'opération aussi vaste que l'Europe. Des moyens terrestres importants sont engagés, 260 véhicules blindés lourds et 210 véhicules blindés légers. Pour mener les opérations aériennes, à la fois de reconnaissance stratégique, mais aussi d'opérations militaires, 7 avions de chasse sont présents, 19 hélicoptères avant l'accident de ce lundi, 3 drones et 10 avions de transport stratégique. Au cours de l'année 2018, les troupes françaises de la force Barkhane ont reçu quelques renforts venus d'Europe. Le Royaume-Uni a fourni 3 hélicoptères Chinook et 90 hommes de la Royal Air Force. Une 50aine de soldats estoniens ont également été envoyés. Les États-Unis, l'Allemagne et l'Espagne participent aussi au transport logistique. Mais le gros de l'effort militaire reste à la charge de la France. Cet accident... Macron a-t-il raison de prendre l'expérience de l'intervention de la France, en tout cas des forces armées françaises au Mali, comme une preuve d'une préparation suffisante de l'armée française pour une éventuelle guerre contre la Russie? Est-ce que c'est une comparaison, j'allais dire, logique et normale? Revenons un tout petit peu par rapport à cette opération. Déjà, il précise qu'elle a duré 10 ans. 10 ans sans résultat.
Et la finalité, en tout cas, au final, qu'est-ce qui s'est passé? Les forces armées françaises ont été chassées du Sahel. On connaît ce qui s'est passé. Ensuite, aidée et soutenue par les Russes, l'armée malienne a pu, bien évidemment, remporter d'énormes victoires, y compris la reprise de Kidal, dont ils ont été donc privés depuis des années. Donc, 10 ans sans résultat, un soutien des Russes, quelques mois, disons tout au plus 1 an, 2 ans, le résultat ou les résultats sont visibles aujourd'hui et bien sûr, donc on peut bien évidemment les prouver. Dans tous les cas, on se pose vraiment la question, comment se fait-il que cette armée qui n'a pas réussi à vaincre des bandits, des terroristes, durant 10 ans d'opération, peut croire ou se croire être prête pour une guerre contre une telle puissance qu'est la Russie? Je ne sais pas pour moi, mais je trouve quand même cette comparaison, en tout cas cette réponse du président aussi minable. D'ailleurs, quand vous écoutez l'entretien, vous réalisez qu'il n'y a aucune préparation de celui qui se dit, voilà, le chef des armées et qui dit qu'il est prêt donc à aller en guerre. Dès le début de l'entretien, quand on lui pose la question, est-ce que, voilà, ce qu'on doit comprendre clairement de ses propos, c'est qu'il enverra des troupes, voilà, en Ukraine? Il prend une comparaison totalement sortie de nulle part qui contredit au final, bien évidemment, ses propos, dans tous les cas. Ce que je veux dire par là, c'est que la logique derrière, en tout cas, ce que Macron fait ou est en train de dire, n'est pas claire. On ne comprend pas qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui le pousse à agir de la sorte. Rappelons un peu quelques propos quand même de Basserman basés par rapport à cette intervention de la France au Sahel. Il me semble qu'il explique clairement les vrais motifs, en tout cas, de cette présence des forces françaises au Sahel. Et bien évidemment, on peut toujours en discuter. Vos avis en commentaire sont les bienvenus. Monsieur le Président, si la communauté internationale était honnête et sincère dans son engagement contre le terrorisme, il ne perdurera point, de sorte à ce que des populations civiles s'engagent et se forment pour assurer leur propre défense. Parlant d'un manque de franchise de cette communauté internationale, voici les exemples. Premièrement, lorsque le Mali, le Burkina Faso, le Niger et d'autres pays se sont organisés sur leurs frontières communes en mutualisant leurs forces pour faire face au terrorisme, la France est venue de nulle part imposer son instrument qu'est le G5 Sahel. Aujourd'hui, la CEDEAO, qui a subitement une force d'intervention pour établir des démocraties, a annoncé un apport de 2 milliards de dollars US. Mais à la création de cette G5 Sahel, jusqu'à nos jours, à sa vaporisation, cette CEDEAO n'a pu débourser que 25 millions de dollars, 25 millions de dollars US. Où est donc le sérieux dans la défense des vies humaines prônée par la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples? Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, parlant toujours d'hypocrisie et de mensonge d'État, dans cette question de lutte contre le terrorisme, en général et dans le Sahel en particulier, voici d'autres faits que vous n'ignorez certainement pas, et j'en suis certain. Primo, dans le Sahel, nous avons près d'une dizaine de milliers de soldats d'armées étrangères, composés en majorité de soldats français, mais également des soldats américains, allemands, italiens, etc., avec des armes, des matériels volants et de surveillance les plus sophistiqués au monde. Et malgré tout, personne ne voit des colonnes de centaines de terroristes se déplacer pour aller servir la désolation et la mort, souvent avec des armes inimaginables. Au Mali, au Niger et au Burkina Faso, il n'y a ni usine de fabrique d'armes, ni de munitions. Qui recrute donc ces terroristes? Qui les entraîne? Qui les dote en permanence? Qui les nourrit et avec quels moyens? Croyez-vous à cette philanthropie au nom de laquelle des Occidentaux vont envoyer leurs militaires au Sahel mourir pour des beaux yeux des Sahéliens? Si oui, qu'est-ce qui justifie les énervements et autres gesticulations puériles et diplomatiques dès qu'on dit à la France de déguerpir militairement? La vraie raison, ce sont les ressources du sous-sol au Sahel. En effet, l'Assemblée nationale française a voté la loi numéro 057-7-27 du 10 janvier 1957, parue dans le journal officiel de la République française du 12 janvier 1957, portant création de l'Organisation commune des régions sahariennes, OCRS, qui regroupe des parties du Mali,
du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie, de l'Algérie, etc. Cette zone n'a jusque-là pas d'égal dans le monde en termes de richesse de sous-sol. À titre d'exemple, la nappe phréatique la plus importante va de la Mauritanie à la Somalie, en passant par le Mali, l'Algérie, la Libye, le Niger, etc. Le journal Le Monde du 23 juillet 1957 avançait le chiffre de 6 à 7 millions de tonnes de pétrole comme production potentielle annuelle du Sahara. En plus de ces ressources naturelles, nous avons l'uranium, l'or, le cobalt, le zinc, le diamant, le lithium, le cuivre, etc. Si vous, les Occidentaux, vous aimez tant les Sahéliens pour y amener vos militaires, mourir au nom de la démocratie, de la liberté, des droits humains et de la paix, pourquoi tout le continent africain, qui compte 1,3 milliard d'habitants, dont le deuxième continent le plus peuplé, avec 30 415 873 km² et 54 États, n'a aucun siège permanent au sein du Conseil de sécurité avec un droit de veto. N'est-ce pas là, au-delà d'un crime d'État, un crime onusien? Donc, acte aux mentions diplomatiques grossiers consistant à dire que ces puissances impérialistes viennent au Sahel pour défendre la démocratie et des droits humains. Macron devrait, à mon avis, être humble et reconnaître son incapacité ou plutôt sa juste valeur vis-à-vis de la Russie. On ne peut jamais imaginer une victoire de l'armée française en guerre avec ou contre la Russie. Peut-être de toute l'armée des pays de l'OTAN. OK, mais dans tous les cas, on ne le souhaite absolument pas. On espère que Macron arrêtera de s'agiter. L'agitation ne produit rien de bon. La leçon à retenir vraiment, quand on est agité, on est trop orgueilleux, on va tout droit vers la ruine. Il est important, en tout cas très important, et tout le temps d'apprendre à être humble, voilà, et de cultiver et travailler pour la paix. C'est très simple, c'est aussi simple que cela. Donc rien ne sort, rien de bon ne peut sortir d'une guerre, des tensions. Et c'est malheureux donc d'entendre le président qui a bien évidemment le code de l'arme nucléaire de la France, celui qui est le chef de l'armée française, donc s'exprimer de la sorte avec une telle légèreté en parlant de la guerre, voilà, comme je ne sais pas de quoi il parle au fait, quoi. Donc, et quand vous écoutez l'entretien, je me rappelle encore, il ne cesse de dire, j'ai décidé, j'ai fait, j'ai fait. Le jeu de Macron risque de le tuer un jour, parce qu'il doit parler au nom des Français. Ce n'est pas le jeu, mais des Français. Qu'est-ce que les Français décident? Qu'est-ce qui est bon pour les Français? Bon, dans tous les cas, j'attendrai votre point de vue en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour échanger. Et n'oubliez pas en tout cas d'aimer la vidéo, mais aussi de me donner vos avis en commentaire, vos orientations. Ça nous permet d'avoir des idées aussi pour de prochaines analyses. On reste ensemble. Je vous souhaite un plein succès dans toutes vos entreprises. À bientôt.